Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de l'information, celle qui circule dans l'entreprise par les réseaux sociaux, par les réseaux internes. Et parfois, on se noie dans cette information. On en parle avec Benoît Périquet. Il est le vice-président des comptes globaux d'OpenText, entreprise mondiale. On reviendra évidemment sur ce sujet qui a des incidences sur notre santé mentale. Smart Philo, l'entreprise est-elle politique? Voilà une question philosophique. Réponse dans quelques instants avec Xavier Pavie, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du centre Imagination. Le cercle RH, il manque de femmes dans la tech, c'est un serpent de mer. On va en parler avec trois personnalités, trois femmes qui jouent un rôle important justement dans cette féminisation du secteur de la tech. On fera le point dans le cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, focus sur l'actualité. On parlera de Duralex. On en a parlé la semaine dernière dans le cercle des experts et nous recevrons José Luis Lacuna. Il est le président de la Maison française du verre à la tête et PDG de Duralex. Il sera sur notre plateau pour faire le point sur ces 250 salariés en chômage technique. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, vous en êtes tous ou presque victimes de la surinformation à l'intérieur d'une entreprise. Les mails, évidemment, les WhatsApp, les Slack, les réseaux internes, bref, toutes les informations qui circulent et qui parfois vous noient. On en parle avec Benoît Périquet. Bonjour Benoît. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes vice-président compte global d'OpenText, c'est-à-dire comptes globaux sur le monde, 13 500 salariés, 200 en France. Et vous avez, et on va en parler avec vous, décidé de commander, comme on dit, un sondage pour faire le point. Il y a quand même des chiffres qui sont déroutants. 3 salariés français sur 5, 57% déclarent utiliser au moins 6 comptes ressources, outils et applications quotidiennes. Ça, c'est des chiffres que vous avez dans le sondage et que vous pressentiez. C'est quoi les dangers de tout cela ? Alors, d'abord, on s'est intéressé finalement aux employés, aux salariés dans le monde. On a fait un sondage sur 27 000 personnes, 2 000 personnes en France. Et l'objectif était de comprendre effectivement comment les gens réagissaient à cette surcharge d'informations, quel était leur rapport à la donnée. Et on se rend compte que, in fine, cette surcharge d'informations, elle est assez mal vécue par les employés. Ça a un double impact, un impact sur leur performance d'une part, et puis un impact finalement sur leur santé mentale. Et ça rend un peu fou, parce qu'à la fois il faut gérer multiples réseaux sociaux, et puis il arrive fréquemment dans l'entreprise, ça doit vous arriver, tu me l'as envoyé par mail, par Slack, par WhatsApp, par le réseau interne, enfin on est perdu. Alors il y a effectivement une surcharge d'informations. Alors, déjà au niveau global, l'information elle est en pleine croissance. Si on regarde au niveau, sur la planète Terre, la mesure de la donnée c'est le zettabyte. Entre 2010 et 2020 on est passé de 2 à 64, et entre 2020 et 2025 on va passer à 181 de ces fameux zettabytes. Ça veut dire que l'information explose. Dans l'entreprise, elle explose à travers ce qu'on peut voir dans le sondage. Pour les salariés, une plus forte demande d'accès à des systèmes, plus de systèmes, on doit accéder à plus de systèmes qui sont répartis dans l'entreprise, et qui plus est, comme les grandes entreprises sont structurées avec des silos et des silos d'information, la complexité de l'accès à l'information est le principal sujet. Alors, in fine, on a plus d'informations, mais la complexité, elle est plus dans le fait de la façon dont les salariés en France, dans leurs entreprises, ou dans un mode hybride quand ils travaillent de chez eux, accèdent à cette information. Alors il y a quand même des chiffres là aussi qui sont inquiétants, parce que c'est pas bon pour la productivité, trop d'informations, parce qu'on finalement on s'y perd, on a du mal à accéder finalement à l'information, elle existe, et puis il y a un enjeu sur la santé mentale. Il y a 40% des salariés qui estiment que l'information mal gérée au sein de l'entreprise affecte leur bien-être mental. Ça c'est un chiffre incroyable. Absolument d'accord. Alors effectivement, si on regarde les chiffres, c'est assez impressionnant. En moyenne, les gens passent 1 heure par jour à chercher l'information. À chercher l'information. Et ça, c'est une étude que nous, on a menée, mais ça a été étudié bien avant. Et en gros, il y a d'autres moyennes qui disent finalement les salariés passent entre 5 et 6 heures par jour par semaine à chercher l'information. Donc temps perdu. Temps perdu, le temps d'accéder à l'information, le temps de trouver l'information qui soit dans sa dernière version, le temps de trouver une information qui soit sécurisée, etc. Tout ça, en fait, ce rapport à l'information, il est vecteur de stress pour les salariés dans l'entreprise. Je ne voudrais pas qu'on se quitte, parce que là, on a fait un diagnostic, mais il faut quand même dire un mot d'OpenText. C'est-à-dire que vous êtes quand même en mesure, à travers ce diagnostic que vous connaissiez, il est venu que confirmer ce que vous saviez chez OpenText,
Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les contre-mesures? Qu'est-ce qu'on invente pour améliorer, fluidifier, clarifier les choses? Alors en fait, il faut gérer l'information. La gestion de l'information, c'est un métier. L'objectif, il est double. Il est d'une part de pouvoir simplifier l'expérience de l'utilisateur en condensant l'information, en lui offrant une expérience où l'accès à l'information est facilité. Ça, c'est la première chose. Donc le premier métier, c'est de prendre ces silos et concentrer l'information pour qu'elle soit plus facilement accessible. Ça veut dire qu'il faut quoi? Qu'un seul tube? Qu'un seul tuyau? Pas qu'un seul tuyau, mais qu'un seul référentiel d'information pour qu'un salarié, in fine, quand il cherche un contrat ou quand il cherche un bon de commande dans une entreprise, eh ben, il ait un accès facilité. Donc ça, c'est la première chose. Le fameux bon de commande. Le fameux bon de commande. Le fameux bon de commande qu'on ne trouve pas. Mais alors, il est marrant le bon de commande parce qu'il intéresse les commerciaux, ouais. mais il intéresse aussi la finance, il intéresse la comptabilité. Donc il intéresse un tas de gens dans l'entreprise. Est-ce qu'il faut qu'il y ait autant de silos que de gens intéressés par le bon de commande? Non, il faudrait qu'il y en ait un et que tout le monde puisse y accéder. Donc c'est une sorte de plateforme sur laquelle on puisse venir chercher, un peu comme une armoire, où tout le monde ouvre l'armoire et la referme, on est d'accord? Exactement, c'est vraiment la capacité qu'on va avoir à consolider l'information. Mais c'est une première chose. En fait, ce que cherchent les salariés, c'est de pouvoir accéder à l'information dans leur contexte. Une information, elle n'a de valeur que dans un contexte. Si je prends notre fameuse facture, cette facture, si vous la donnez à quelqu'un de l'engineering qui n'y connaît rien, la valeur de cette information, c'est 0. Donc à chaque fois, une information, elle doit être connectée à un contexte. Pour une entreprise, un contexte, c'est un processus métier, les ressources humaines, la compta, la finance, l'engineering, etc. etc. Ce que demandent les salariés, parce qu'on voit en fait qu'ils accèdent à 6 référentiels. Oui. En 2020, c'était, pour être précis, 57% des salariés accèdent à 6 référentiels. Il y a 2 ans, c'était 24%. Donc c'est quoi l'enjeu? C'est finalement de pouvoir pousser l'information dans le contexte de l'utilisateur. C'est pas lui qui doit chercher l'information, c'est l'information qui doit lui arriver dans son contexte métier. Merci Benoît Périquet de nous avoir rendu visite. Il y a ce sondage et puis il y a évidemment les propositions qu'OpenText peut faire et pour répondre justement à cette inflation d'informations qui, pour le dire un peu vite, rend un peu fou les salariés et parfois agace quand on ne trouve pas ce fameux bon de commande. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Benoît Périquet, vice-président des comptes globaux d'OpenText, 13 500 salariés, 200 collaborateurs en France. On tourne une page et on fait un peu de philo. C'est toujours intéressant de faire un petit pas de côté. Est-ce qu'une entreprise est politique? Ça, c'est une question d'ailleurs qui fait écho au sujet autour de l'information. Oui. Est-ce qu'une entreprise est politique? On en parle avec Xavier Pavie. C'est notre rubrique Smart Philo. Smart Philo, avec un sujet alors qui est, me semble-t-il, fondamental. L'entreprise est-elle politique? On en parle avec Xavier Pavie. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination avec un petit i. Crise ukrainienne, Russie. Il faut soutenir les Ukrainiens ou ne plus intervenir. Est-ce que l'entreprise doit s'immiscer dans les affaires politiques avec des débats sur le climat, sur l'écologie? Quand même, j'ai l'impression que par ma question, je réponds un peu déjà à votre problématique. Vous répondez un peu à la problématique. En même temps, les entreprises n'ont pas quitté la Russie du jour au lendemain en quittant rapidement. Ils ont vu pas toutes. Ils ont vu aussi leurs intérêts commerciaux de rester sur place. Et la question qui se pose, c'est quel est le rôle d'une entreprise? Le rôle d'une entreprise dans une cité. Le terme politique ou politikos en grec, c'est la vie de la cité qui a un rapport ou non avec l'État. L'entreprise a toujours un rapport avec l'État, toujours un rôle politique dans la cité. Elle recrute des personnes, elle paye des taxes, elle est même dans sa finalité, elle va habiller les individus, peut-être même qu'elle va se charger d'une éducation. On ne peut pas dire qu'on ne s'immisce pas dans les affaires de l'État et qu'il y a une séparation entre les deux. La politique et l'entreprise sont extrêmement liés l'un l'autre. Pour rester sur le dossier ukrainien-russe, parce que c'est le sujet d'actualité que vous avez choisi, mais il y a d'autres sujets où l'entreprise est interpellée sur le plan politique, mais sur celui-là, qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui disent qu'en restant sur place, ils sont solidaires des Russes et pas au gouvernement, et que c'est une manière de préserver le lien social? Ça a été un des arguments, sans citer le nom des entreprises qui sont restées, c'était de dire, mais nous on fait travailler les Russes et on maintient aussi ce lien social. Est-ce que vous vous souvenez... Vous n'y étiez pas, Arnaud, vous n'y étiez pas, mais est-ce que vous vous souvenez en 1945, quand De Gaulle revient, évidemment, et il se présente au CNPF en 1945 et dit... Le CNPF qui est le MEDEF. Qui est le MEDEF d'aujourd'hui. Messieurs, je suis heureux de vous voir, je ne vous ai pas beaucoup vu à Londres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a effectivement, depuis le 19e siècle, une séparation entre personnes physiques
et personnes morales. Et personnes morales, c'est les entreprises. Est-ce qu'en jouant sur le terme moral, on ne peut pas se poser une question si effectivement l'entreprise ne doit pas avoir une certaine conscience morale par rapport à ce qu'elle fait et ne s'occuper pas simplement de son opérationnalité quotidienne, je dirais, mais définitivement sur les questions morales qui imposent à l'entreprise de se poser des questions. Donc, si je suis votre analyse, parce que ce débat n'est pas tranché, l'entreprise ne peut pas être neutre. L'entreprise, elle ne peut pas être neutre. L'entreprise n'a jamais été neutre. Et parce qu'elle est aussi constituée d'un certain nombre d'employés, de salariés. Lorsque vous allez acheter, c'est la saison des cèpes en ce moment, si vous achetez, alors si vous allez dans les boas, c'est encore mieux, mais vous pouvez prendre une boîte de cèpes à votre supermarché, ou vous pouvez prendre, il y a des entreprises, par exemple en Bretagne, Lou entreprise, qui fabrique ces petits champignons, qui fait pousser ces champignons, c'est directement un acte politique que l'on fait ici. Est-ce qu'il doit y avoir une cohérence entre justement politique et politique de l'entreprise et j'allais dire les politiques individuelles, parce que vous l'avez évoqué souvent, l'entreprise s'est constituée, vous l'évoquiez, de salariés qui eux-mêmes ont une conscience politique et parfois sont engagés politiquement. C'est compliqué ça. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement c'est l'entreprise qui est politique ou ce sont les individus? Il y a la COP27 qui commence. Oui, en Égypte. Absolument. Est-ce que les salariés demandent à leur entreprise quelles sont les actions que nous faisons pour soutenir la COP? Est-ce qu'aujourd'hui, on se pose cette question-là? L'entreprise n'est pas politique, finalement. Ce sont les individus qui sont politiques, qui constituent l'entreprise. Et à ce titre-là, si je peux, quand je fais mes courses, avoir une action politique, de la même manière, je dois avoir une action politique au sein de l'entreprise. Donc vous sous-entendez que les entreprises, et ça revient d'ailleurs à la phrase de Gaulle, devraient être plus présentes à cette COP27. On a le sentiment qu'elles sont là quand même, les entreprises. Je me suis amusé, Arnaud, à aller regarder sur le site internet de la COP27, regarder l'ensemble des documents, des débats qu'il peut y avoir, des différents ateliers qu'il peut y avoir. Pas une fois, le mot company ou le mot entreprise est utilisé. Pas une seule fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les entreprises ou bien ne veulent pas s'y inviter, ou alors elles ne sont pas invitées parce que les politiques ont peur d'elles. Mais dans les deux cas, il y a un problème. Et à l'évidence, nous avons besoin de réconcilier les deux si on veut réellement avoir une action sur le climat et avoir une action vis-à-vis de la COP27 en cours. Avant de nous quitter quand même, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une déphase entre ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, COP27, et les entreprises. Et ici, sur ce plateau, et d'ailleurs sur Bismarck, on a le sentiment que c'est elles et elles seules qui sont en mesure de transformer le monde. C'est un très grand paradoxe. Mais peut-être que ça n'a pas été le cas il y a longtemps. Peut-être qu'effectivement, ça n'a pas. Mais aujourd'hui, on ne peut plus agir de cette manière-là. On ne peut plus agir en déconnectant l'économie et les entreprises des grands enjeux contemporains que nous avons. Si des accords sont trouvés sans que les entreprises soient concernées, ça n'a aucun sens. Et c'est aujourd'hui, évidemment, cette réconciliation nécessaire. Donc l'entreprise a un rôle politique à travers ses salariés, à travers ses employés. Nous avons besoin d'agir de cette manière. Merci Xavier Pavie de nous avoir rendu visite. C'est un sujet fondamental qui évidemment au cœur de ce conflit russo-ukrainien ou de cette guerre engagée par les Russes d'ailleurs pour être précis, mais aussi et surtout sur les questions climatiques. Absolument, il n'y a pas de différence entre les deux. Il y a cette continuité politique que l'on doit jouer en termes de rôle, que l'on soit une entreprise ou que l'on soit un salarié. Merci Xavier, philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination. Merci de nous avoir rendu visite comme chaque semaine ou presque dans cette rubrique Smart et Réglo. On marque une courte pause, on s'intéresse aux femmes dans la tech. Alors vous allez me dire c'est un serpent de mer puisque c'est un sujet dont on parle quasiment tous les 15 jours ici sur ce plateau, sauf que nous accueillons 3 femmes, 3 personnalités du monde de la tech qui vont nous éclairer à la fois sur leur parcours, mais aussi peut-être sur les mesures à prendre concrètes, réaliste pour permettre aux femmes de prendre en main les algorithmes, parce que c'est un sujet fondamental, cette question de la construction des algorithmes. On en parle avec elles juste après la pause, ça sera le cercle RH. Le cercle RH, le débat de Smart Job, on parle de la tech et de la féminisation de ce secteur. Alors c'est un peu un serpent de mer, mais on va essayer de rentrer vraiment dans le détail de ceux qui fabriquent l'algorithme, du fait que les femmes ne soient pas présentes dans ce secteur en France, parce qu'il y a des pays où il y a une parité, on va y revenir évidemment. Et puis l'intérêt de notre émission aujourd'hui, c'est que nous accueillons 3 personnalités, 3 femmes engagées sur ce sujet, et par leur parcours, elles vont nous parler de leurs engagements et de leurs actions concrète. Corinne Busson-Benamou, merci d'être avec nous, directrice générale Angers French Tech, la belle région des Pays de Loire. Le 24, le 23 et le 24 novembre, on est dans les dates Connected Women, donc on est en plein cœur du sujet. Il y a un écosystème, et ça c'est vraiment votre travail, et on va en parler, des entreprises, de la tech à Angers.
et dans l'écosystème de la région pour dynamiser ce secteur et les femmes, la place des femmes dans ce secteur. Merci d'être là. Muriel Toiti, ravi de vous accueillir. Partenaire éducation et innovation chez OnePoint, l'entreprise de M. Layani, qui est venu assez régulièrement sur Smart Job et sur la chaîne Bismart. Vous nous parlerez de votre parcours, hein, parce qu'il y a vraiment une action menée. Vous avez vécu 17 ans en Israël, qui est un pays où la tech est l'or noir, et les femmes et les hommes travaillent très bien dans ces entreprises. Tout se passe très bien, vous nous expliquerez vos actions et celles que vous menez ici en France. Et puis Manon Pelat, bravo, ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice générale en France, Pays-Bas, Royaume-Uni d'Iron Hake et vous les avez rencontrés, et ça c'est très intéressant, au Mexique. Au Mexique, oui. On est d'accord? Oui, je vous raconterai mon parcours également. Commençons par vous, mesdames, parce que vous êtes toutes les trois engagées dans ce sujet, dans vos espaces respectifs. Commençons par vous, parce que vous faites ce Connected Woman. Ça veut dire que vous mettez un focus, c'est sur l'affiche, on va la voir, cette affiche. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette volonté? Ça a été compliqué pour vous d'accéder à ces fonctions et à ce poste, dans un univers, excusez-moi, d'hommes blancs, parce que c'est un peu ça le sujet de la tech, finalement, si on veut ouvrir la porte de la sociologie. Homme blanc dans une ville un peu conservatrice comme Angers. Oui, ça a été compliqué, alors que pour autant, je pense que c'était une évidence pour pas mal de monde. Vous qui venez de Marseille, il faut le préciser. Je suis née à Marseille, j'ai passé mon enfance aux États-Unis. Une famille très, très multiculturelle, voilà. Mais pourquoi c'est un combat pour vous? Pourquoi ce sujet est un combat? Pourquoi ce sujet, au-delà de l'aspect médiatique qu'on traite aujourd'hui, il est essentiel pour les 20 ans à venir? Pour les générations à venir, pour notre engagement, se dire que tout ce qui a été fait jusqu'à présent doit se poursuivre et considérer que la parité, c'est une partie intégrante de la diversité et qu'il me semble complètement aberrant qu'en 2022, on en soit rendu là. Pour vous donner un exemple, à la Villa Angers French Tech, donc j'héberge 35 oui, une trentaine de d'entreprises. On est 120, sur les 120, il y a 110 hommes. Mon comité d'orientation, on est 12 hommes plus moi. La plupart des chefs d'entreprise, je ne parle pas qu'à Angers, hein, bien au-delà, en France d'une manière générale, sont des hommes. Donc il y a des générations pour lesquelles la parité est une évidence, des générations pour lesquelles ça reste un problème. Votre histoire, c'est intéressant, votre parcours, parce qu'il y a un centre de recherche où vous créez un écosystème chez OnePoint avec l'académique, la tech, la recherche, pour dynamiser tout cela. Et évidemment, au cœur de cette question, il y a les enjeux sociétaux. Je ne mets pas les enjeux sociétaux. Votre parcours, il dit quoi de la difficulté ou pas d'accéder à des fonctions importantes dans la tech quand on est une femme? Alors la difficulté, elle est peut-être en effet objective. Pour faire un éclairage sur mon parcours, effectivement, et pour vous dire qu'à l'échelle personnelle, moi, je n'ai pas nécessairement, dans mon histoire, ressenti cette différence. Et je travaille sur cela chez OnePoint, justement, pour faire en sorte de ne pas être dans le combat, justement, mais pour travailler l'équilibre harmonieux entre les hommes et les femmes et les hommes, pour qu'ils puissent générer dans leur complémentarité de la valeur ajoutée. Mon parcours, il est 20 années en Israël, effectivement, dans un écosystème d'innovation dont la réputation n'est plus à faire. Pays à la pointe sur la tech. Profondément à la pointe, et où la technologie, vous l'avez très bien dit, est l'or noir, le pétrole. C'est-à-dire que c'est le seul moyen en Israël, la technologie et l'innovation, de s'autosuffire. Petit pays, dans un contexte géostratégique qui n'est pas des plus simples, et où, en effet, comme il n'y a pas de ressources naturelles, la ressource humaine, le brain, capitalise tous sur la technologie et l'innovation. Les femmes et les hommes travaillent ensemble. Totalement, mais je vous dirais que la technologie et l'innovation n'appartient Elle est neutre, normalement. Ni aux hommes, et avec cela, aux hommes et aux femmes. Elle n'a pas de genre. Donc la technologie étant effectivement le moyen de s'autosuffire dans un petit pays comme Israël, les femmes et les hommes s'engagent dans la technologie, je dirais, de façon complètement conscientisée et naturelle. Sans frein. Aucun frein, aucun biais cognitif, parce que vous l'avez dit aussi, c'est une question éducationnelle, oserais-je dire, civilisationnelle. Je suis entièrement d'accord. Anthropologique. Je vous soumets cette phrase, Manon Pelat, mais je vous la soumets à vous aussi, Pelat, bravo. C'est Evan Williams, le cofondateur de Twitter, qui a avoué que si les femmes avaient fait partie des débuts de Twitter, le harcèlement en ligne et les trolls ne seraient aujourd'hui sans doute pas un tel problème. Je le cite. Je reste encore dans cet espace lié au harcèlement, lié à ce rapport des hommes aux femmes. Si c'était une femme qui avait créé l'algorithme, on n'en serait pas là. C'est incroyable, ça, quand même.
Oui, complètement. Mais de toute façon, c'est un sujet qui revient très souvent. Si on recrute des femmes, si on a des femmes à des postes de leadership ou dans la tech, on comprendra mieux notre marché et on anticipera des problèmes que seulement des hommes n'anticiperaient pas. Et donc on a une meilleure connaissance du marché si on a des femmes au sein de nos équipes. Mais excusez-moi, d'un point de vue sociologique, encore une fois, vous êtes des femmes engagées, avec des responsabilités. Quand les hommes de la tech, c'est quand même une sociologie très particulière, on en a reçu quelques-uns sur le plateau, c'est des gens un peu fermés, qui parlent peu, dont le langage est parfois abscon pour le commun des mortels. Comment ça se passe? C'est vrai, vous souriez, mais c'est parfois Vous avez raison. incompréhensible, je veux dire, c'est inaccessible. Comment ça se passe, cette rencontre? Alors, ce qui est intéressant... Ils vous regardent bizarrement ou ils disent que c'est super? Non, et même s'ils regardaient bizarrement, à la limite, c'est pas mon problème, mais le leur, j'allais presque dire. Bien sûr. Je pense qu'il faut travailler en effet dans la génération dans laquelle nous vivons, je le disais tout à l'heure, sur la complémentarité. Les femmes amènent dans l'entreprise, amènent à la société des ingrédients de l'ordre de l'intelligence émotionnelle, comme on dit communément, ce qu'on appelle les compétences douces, qui vient complémenter... Que les hommes auraient moins Que les hommes auront peut-être, je dis bien peut-être, moins. En revanche, ce que nous devons faire, il en va de la responsabilité sociétale et des entreprises, de former les femmes, et ce, depuis le plus jeune âge. Bien sûr. De former les femmes... On en revient toujours à cela. Absolument, à l'entrepreneurship, au leadership, à l'innovation. Mais indépendamment même du débat de la tech. Et indépendamment, évidemment, du débat de la tech, pour pouvoir finalement amener ces jeunes filles, et ça c'est le rôle de l'éducation nationale, à le faire en communion avec les parents, parce que l'éducation à la maison, elle est majeure également, pour ne pas reproduire des schémas. Oui, et puis avec les entreprises aussi. Absolument, mais vous savez, ça commence petit et ça devient grand ensuite. Créer de l'agilité, le goût du risque, le fait de ne pas avoir peur, s'accepter soi-même, accepter l'autre dans sa différence, et puis travailler aussi sur des sujets autour de la technologie, parce que la technologie, on le disait, est universelle, mais le numérique est un avènement majeur, puisque le numérique permet aussi aux jeunes filles de pouvoir travailler dans le digital et la tech sur des sujets qui soient le care, la santé, l'éducation, le design, l'art, la créativité, etc. Des thèmes où elles se dirigent de manière massivement et moins vers la tech. Absolument. Quand même, Corinne Busson-Ménamou, cet écosystème d'une trentaine d'entreprises, est-ce que si on se disait, vous disiez toutes, unies, il ne faut plus que ce soit des hommes, et là je prends un risque majeur en le disant, qui fabriquent la source même de l'algorithme, ceux qui les fabriquent, ceux qui vont en fait guider notre communication. L'algorithme est partout. Ça, c'est une réflexion que vous menez, que vous allez mener aussi dans ce forum là pendant 2 jours à Angers. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on doit aller jusque-là ? En fait, nous avons décidé de présenter donc Connected Women 23-24 novembre à Angers, et nous allons nous engager avec la French Tech nationale sur une charte parité, et pour nous, Angers French Tech, et pour l'ensemble de notre écosystème, nos startups, nos entreprises, pour qu'elles puissent être éduquer à ça, parce qu'en fait, bien souvent, elles nous disent qu'elles n'ont pas suffisamment d'informations sur la parité. Donc, on va mettre en place un programme d'accompagnement sur la parité pour l'ensemble de notre écosystème, pour qu'on puisse, au fur et à mesure, répondre à toutes ces demandes et faire en sorte... On n'arrivera pas à du 50-50, ça c'est certain, mais je veux dire, si déjà on pouvait monter d'une année sur l'autre les pourcentages, ce serait déjà très bien. Oui, un engagement. C'est un pas à pas, hein, ça ne va pas se faire en un an. Juste, comment vous vous situez, vous, Manon, dans cet écosystème? Parce que vous incarnez en quelque sorte cette nouvelle génération, celle qui dit, mais regardez, j'ai choisi secteur, je m'y suis engagé, j'y crois. Comment ça se passe dans votre entreprise? De toute façon, pour qu'il y ait plus de femmes dans les métiers du numérique, il faut former plus de femmes au métier du numérique. Vous avez reçu cette formation? Vous êtes formé sur le tas, je mets des guillemets. Oui, j'ai suivi une des formations d'Aeronac, effectivement. C'est ça. Mais excusez-moi d'être un peu concret, mais vous dites, je vais devoir faire de la tech, je vais devoir être qu'avec des hommes, parce que ça pose toutes ces questions-là. Oui ou non? On a d'ailleurs lancé un sondage, parce que nous, organiquement, on reçoit plus d'applications masculines que féminines. Donc, on a voulu se poser la question, pourquoi on a plus d'applications d'hommes que de femmes? Du coup, en mars dernier, on a lancé un sondage avec notre agence RP, auquel plus de 3800 Français ont répondu. On leur a posé la question, est-ce que vous pensez que les femmes sont aussi douées que les hommes dans les métiers de la tech? Et malheureusement, 41% ont répondu non. Et on a voulu savoir pourquoi, on a voulu un peu creuser. Donc il y a un biais là, il y a un a priori. Et il y a un biais, de toute façon c'est culturel, il y a un stéréotype, on pense que les hommes sont plus doués que les femmes. Il y a aussi les parents
qui pensent que les femmes dirigent moins naturellement les femmes vers ces métiers. Et il y a les femmes aussi qui manquent de modèles. Et moi, c'est quelque chose que je m'efforce à faire, et pas que des modèles de C'est femmes pour ça que CEO. vous êtes toutes les trois sur le Il y a plateau. aussi des femmes qui se sont formées et qui partagent leurs doutes, bien qui sûr. racontent leur success story. Ça, c'est extrêmement important. Ça doit vous heurter. Heurter, non. Au contraire, je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est ce qu'on s'attelle à faire chez OnePoint. Et d'ailleurs, au passage, je souhaiterais rappeler que nous sommes partenaires et sponsors du Connected Women à Angers, comme nous l'avons été d'ailleurs à la French Tech Lean, où j'ai eu le plaisir de marrainer un événement autour de l'attractivité des femmes dans la technologie. Oui, il faut que les femmes s'entraident ensemble, il faut que les femmes aient du mentorat, du tutorat, des rôles modèles, justement, pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir avoir confiance. Parce que le sujet aussi, c'est comment fait-on pour que les femmes gagnent en confiance pour pouvoir s'intégrer sereinement dans un monde qui se veut être un monde équilibré et de façon très harmonieuse. Les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les femmes deviennent des hommes et le contraire. Nous sommes bien d'accord. Il s'agit juste de faire en sorte que les femmes soient de plus en plus appétentes aux métiers de la tech, parce que les métiers de la tech, en effet, sont les métiers de notre génération. Et puis il y a une demande, il faut le dire, il y a du travail. Et puis j'ajoute la pénurie des talents. Parce que nous, chez OnePoint, on est confrontés à cela comme toutes les entreprises, et c'est pour ça qu'on attelle énormément d'investissements personnels autour de l'égalité homme-femme et de cette complétude entre les deux genres. Et la pénurie des talents fait que on a besoin de talents, et les talents sont aussi chez les femmes. Comment faire en sorte de recruter plus de femmes pour justement combler la pénurie des talents? Une question RH, il y a un débat quand même aujourd'hui qui est posé aux femmes. On leur dit engagez-vous. Moi, j'ai vu les entreprises de la tech qui travaillent sur des démissions. Parfois, on travaille jour et nuit. Parfois, on a des coups de collier terribles. Compliqué quand on doit gérer une famille, des enfants. Comment on réinvente aussi les ressources humaines, la manière de vivre? Vous avez raison. C'est un sujet de fond. C'est une excellente question. Et pour revenir à la maison que je représente aujourd'hui, OnePoint a à cœur et à raison de travailler non pas par des mots, mais par des incarnations conscientisées. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ce que nous disons, nous faisons, c'est le cas de le dire. Et donc donner des moyens... Donner des moyens, être dans l'écoute active vis-à-vis des femmes, travailler la flexibilité, travailler le travail de communication et de plaidoyer, travailler les sujets d'harcèlement, justement, qui peuvent exister. Il existe encore ce sujet. Bien évidemment. Travailler aussi le sujet de l'égalité salariale. C'est très important. Et ce que nous faisons chez OnePoint en interne, nous avons organisé des chantiers de travail avec des hommes et avec des femmes pour travailler justement sur tous les sujets éducationnels, sur tous les biais cognitifs, sur tous les archétypes. Apprendre à se découvrir et à se connaître, en fait, dans un secteur où les hommes étaient un peu en monopole. Et de s'accepter les uns et les autres dans nos différences. Avant de nous quitter, je vous ai vu réagir, Corinne Busson-Benamou, le harcèlement, il est toujours là? Il existe. Enfin, je veux dire, c'est un des freins. Moi, j'ai même entendu des directeurs d'école expliquer qu'il fallait faire de la pédagogie directement dans les écoles pour expliquer aux hommes qu'il ne fallait pas harceler les femmes. Parce qu'il y a des promos où il y a 2 femmes pour 23 hommes. Nous avons approché les lycéennes pour comprendre en fait quels étaient les freins, pourquoi aujourd'hui elles ne s'engageaient plus dans les écoles d'ingénieurs, dans ce type d'orientation. Elles nous disent effectivement, Muriel, le fait que les salaires ne seront pas les mêmes à la sortie de l'école. Leur place en tant que femme. Le fait que les écoles d'ingénieurs, pour elles, ne sont pas assez girl-friendly aujourd'hui. Elles redoutent les journées d'intégration. Et oui, les bizutages. Le harcèlement, bien sûr. Et en fait, elle considère, vous avez tout à fait raison, que les parents ou les CPE ne flèchent pas suffisamment les écoles d'ingénieurs et tout ce qui concerne les études scientifiques. Tous ceux qui sont les relais d'information ou d'orientation qui effectivement n'orientent pas. Juste cette question du harcèlement, vous en parlez, elle vous interpelle? C'est un sujet qui existe? Oui, c'est un sujet qui est présent et je pense que c'est un sujet qu'il faut travailler aussi avec les hommes. C'est vrai que c'est vrai, pas l'un contre l'autre. Pas l'un contre l'autre, mais avec les hommes, comment rendre des environnements de travail plus inclusifs, où les femmes aussi se sentent à l'aise, où les femmes sont à l'aise de parler de leurs problèmes plus féminins ou de problèmes du congé. Oui, laisser de la place. Laisser de la place à la parole. Et il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui créent des comités d'inclusion, de diversité, pour justement libérer la parole. Et c'est quelque chose qui... On sent qu'il y a une prise de conscience, Muriel Toiti, sur cette question. Alors, le sujet existe, mais d'abord, il faut le diagnostiquer. J'ai le sentiment que le diagnostic est posé. Maintenant, il faut trouver les solutions. Vous êtes d'accord? Totalement d'accord. Chez OnePoint, ça fait longtemps que le diagnostic est posé et nous travaillons sans relâche sur ces sujets-là.
que ce soit sur des campagnes d'anti-harcèlement, que ce soit sur l'égalité salariale, on le disait, sur le travail entre nous, c'est-à-dire hommes et femmes, et pas hommes contre femmes. Moi, je n'aime pas le mot de combat, je n'aime pas le mot de conflit. Moi, je pense que nous sommes là pour être complémentés, les hommes et les femmes. Il faut être à l'écoute des femmes, parce que manifestement, et on le sait, et c'est générationnel et c'est éducationnel, il y a un problème majeur qu'il faut régler. Ce problème-là, il faut le faire de bonne intelligence, il faut le faire avec beaucoup de flexibilité dans les consciences et aussi avec beaucoup de bienveillance et d'empathie. C'est-à-dire faire comprendre à l'autre qu'il n'est pas justement dans un ring de boxe et que chacune finalement de nos collègues, de nos collaboratrices ont toute leur place à prendre. Il faut juste qu'elles s'autorisent à prendre cette place. Vous les avez vécu, vous, à titre personnel, cette question de harcèlement ou de blagues parfois un petit peu faites entre hommes en oubliant qu'il y a une femme qui est présente dans la tech? Si je peux me permettre, moi, personnellement, jamais, je dois le dire. Non, certainement, encore une fois, au regard de votre histoire. Voilà. Et de la manière dont les choses se vivent en Israël, absolument. En France. Comment ça, ces questions-là Si, moi, je peux pas nier. Effectivement, en ayant eu le parcours que j'ai, oui, bien sûr, même assez fréquemment, oui. Aujourd'hui encore? Oui. Oui. Manon? Moi, au regard de mon histoire, non. Mais c'était quand j'étais au Mexique, je sentais que c'était j'ai interloqué plus quand j'étais une femme qui représentait Aeronac. Ils avaient moins l'habitude de voir des femmes. Ce qui n'est pas du harcèlement, qui est un regard un peu culturel, un peu étrange d'une femme qui tout d'un coup n'aurait pas sa place dans cet univers. Mais jamais d'harcèlement. Juste un mot, vous avez vu, on manque de médecins et j'ai le sentiment quand on pose la question du manque de femmes dans la tech, c'est un peu le débat des médecins. Alors on nous dit, vous inquiétez pas, mais le temps que ces médecins se forment, il faudra 6, 7 ans, 8 ans en ouvrant le numerus clausus. Est-ce que c'est le même débat qu'on a pour conclure sur les femmes dans la tech? Parce qu'on n'a pas résolu le problème aujourd'hui. Hein. On commence à résoudre le problème. Ça vient? Oui, je vois chez OnePoint, on fait dans le cadre justement d'une charte ou de ce que nous sommes en train de positionner par rapport à ce sujet-là. On travaille aussi beaucoup sur la diversité, sur le recrutement, sur des sujets de recrutement. Et quand on auditionne, on interview un jeune homme, on interviewe une jeune fille. Et donc, comme l'innovation va à toute allure, comme la tech va aussi à toute allure, et comme l'innovation est au cœur du sujet, il est clair que ça va aller beaucoup plus vite, me semble-t-il, que dans les métiers du care, autrement dit, c'est vrai. Pour les médecins. Oui. Donc ça avance. Merci à vous, mesdames. C'est un vrai plaisir de partager ce moment et vous, à cœur ouvert, dans vos parcours, dans vos engagements. Connected Women, avec le soutien de OnePoint, parce que je ne l'avais pas précisé et vous avez bien fait de le dire. Ça se passera à Angers les 23 et 24 novembre 2022. Entrée gratuite. Entrée gratuite, c'est au centre des congrès, qui est un très bel endroit, puisque je connais un tout petit peu cette très jolie ville. Merci à vous, Corinne Busson-Benamou, à la tête de cette French Tech angevine. Merci Muriel Toiti, partenaire éducation chez OnePoint. Merci de nous avoir fait partager votre parcours. Et puis merci à Manon Pellat-Bravo de Iron Eck, et vous êtes directrice générale France, Pays-Bas, Royaume-Uni. Tout le monde vous regarde sympathiquement maintenant. Ça va maintenant? Oui, au Mexique, on est bien d'accord. Vous êtes surprise par ma question, vous dites mais qu'est-ce qu'il me dit? Merci à vous trois, mesdames. On termine avec un sujet d'actualité dans Fenêtre sur l'emploi. Vous l'avez vu, c'est une marque patrimoniale, Duralex. Vous savez, ces verres où on regarde l'âge que l'on a quand on était à la cantine. Entreprise qui était à l'arrêt. Les fours sont à l'arrêt, plus de 250 salariés, c'est dans le Loiret, en chômage technique. Et on va recevoir son directeur général dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Sujet d'actualité, l'entreprise Duralex. Tout le monde connaît cette marque. Le verre, vous savez, quand on est à la cantine et qu'on cherche l'âge que l'on a lorsqu'on va s'asseoir avec ses copains, c'est la marque Duralex. C'est une marque patrimoniale. Elle est mise à l'arrêt, cette entreprise, liée à l'augmentation des coûts de l'énergie. Et nous avons José Luis Lacuna. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Président de la Maison française du verre. Vous êtes le PDG de cette entreprise. Alors, il faut quand même préciser l'histoire, la manière dont l'entreprise Duralex, qui se trouve à La Chapelle-Saint-Mémin, qui est une entreprise du Loiret, cette entreprise a été dirigée par une entreprise qui était d'ailleurs en cessation de paiement. Un Belge et un Turc étaient sur la sellette. Ce sont les Turcs qui avaient repris l'entreprise, pour raconter un peu la story. Et puis, cette entreprise a un peu périclité. Et puis, le groupe Pirex, puisque vous incarnez et vous représentez le groupe Pirex, a dit on rachète. On reprend cette entreprise et on se donne les moyens de la relancer.
Est-ce que, et je voudrais vous faire entendre les propos qu'a tenus une invitée sur le plateau, et je sais que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de venir sur le plateau de Smart Job pour réagir. Écoutez ce qu'elle disait et on va entendre évidemment votre réaction. Est-ce que Duralex n'utilise pas ce prétexte pour finalement couper sa production, mettre 250 personnes au chômage partiel, payé par l'État, nous, c'est l'État par nous. Est-ce que c'est pas une démarche opportuniste? Ça vous a fait réagir. Qu'est-ce que vous répondez à Marine Balançard? Absolument. Écoutez, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais je l'ai dit haut et fort depuis très longtemps, depuis qu'on a communiqué cette malheureuse mise en veille du four, c'est que la société va finir cette année à plus 40% de chiffre d'affaires. C'est-à-dire la société économiquement se porte bien. Le seul problème, c'est que... Ils se vendent les verres que vous avez amenés là. Mais absolument. Ce verre Duralex. Les verres Picardie, on les produit par millions et on les vend par millions dans 133 pays partout dans le monde. Donc c'est une société qui, grâce aux synergies que nous avons créées, à la reconnexion de la marque commercialement avec le consommateur, avec l'innovation des nouvelles couleurs, des nouvelles formes, aujourd'hui fonctionne. Mais malheureusement, cette année, nous devons mettre 10 millions d'euros de plus pour acheter des énergies. Mais concrètement, vous avez communiqué et vous venez sur notre antenne pour le redire, pour dire cette entreprise, nous voulons la conserver, nous voulons faire vivre ses collaborateurs. Est-ce que vous avez eu Bruno Le Maire au téléphone? Est-ce que vous avez vu ses conseillers? Est-ce que vous avez eu un échange sur le fond pour dire attention, on va mourir? Absolument. Depuis le premier jour, j'ai eu carrément un appel de monsieur Roland Lescure, le ministre délégué de l'Industrie, carrément le lendemain de la communication de cette mise en veille. Et toutes ces équipes et tous les organismes de l'État se sont vraiment mis derrière Duralex parce qu'ils y tiennent. Comme disait monsieur le ministre de l'Industrie, on n'a pas le droit d'empêcher à nos enfants et aux enfants de nos enfants de ne pas trinquer avec un verre Duralex à la cantine et dire « quel âge as-tu » Ce qui repose la question du Made in France, de sauver nos industries, parce qu'il y a ce paradoxe, à la fois, je dirais, dans un mouvement un peu contradictoire, il faut sauver l'industrie française, et Duralex en fait partie, évidemment, puis au même moment, on a des coûts d'énergie qui ne sont pas compensés par l'État. Vous avez évoqué ce sujet-là avec le ministre ou pas? Parce que c'est ça la question. C'est même lui qui m'a carrément demandé, est-ce que vous avez, vous, des initiatives pour pouvoir trouver des solutions? Alors moi, je lui ai dit, écoutez, moi, je sais produire du verre et je sais vendre du verre. Trouver des mécanismes pour contrôler la volatilité et l'inflation des énergies, c'est pas mon métier, je ne sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, ils veulent faire des choses, qu'ils sont en train de faire des choses. Les choses se passent un petit peu mieux. Mais effectivement, quand vous avez un mégawattheure pour le mois de décembre et janvier qui dépasse les 1 000 euros pour cet hiver, c'est impossible de continuer à produire. Concrètement, 250 salariés en chômage partiel. Concrètement, le four est à l'arrêt, parce que j'ai lu, peut-être me trompais-je, peut-être parce que je suis un habitant du Loiret, qu'il ne faut pas l'arrêter, ce four. Parce que si on l'arrête, c'est fini, l'entreprise s'arrête. On peut pas arrêter un four. Vous avez à l'intérieur, il y a une espèce de lave qui est chauffée à 1500 degrés avec de l'électricité et du gaz, c'est de la silice qui est chauffée. Il faut qu'elle continue à tourner parce que si on arrête, elle se fige. S'il se fige, le four, c'est fini. On a un seul four et le four, c'est un énorme investissement et surtout beaucoup de temps pour pouvoir le reconstruire. Donc on met en veille le four, mais il continue à fonctionner. Rosselius Lacuna, vous dites, on continue nous à vendre, on a du stock, c'est-à-dire que vous faites quand même rentrer de la trésorerie, on ne peut plus produire. Concrètement, là, j'imagine que vous avez les yeux rivés sur le cours du gaz et sur le prix du gaz pour vous dire à quel moment on reprend. Parce que c'est ça l'enjeu, il y a 250 salariés, c'est bien cela. Alors j'imagine que les services commerciaux et marketing sont toujours en activité puisqu'ils continuent à vendre, mais il y a 250 salariés qui sont en attente de reprendre le boulot. Exactement. Moi, je me suis engagé en interne à reprendre l'activité à partir du 1er avril. Il n'y a pas une raison très simple, parce que les achats de gaz et d'électricité, nous les avons déjà faits pour cette période-là, pour le 2e et le 3e trimestre. D'accord. À des prix qui n'ont absolument rien à voir avec les prix qu'on va avoir pendant cet hiver, qui sont absolument aberrants. Ça veut dire qu'en avril, vous avez renégocié des tarifs de gaz qui vous permettent de relancer le four, de recréer des verres et de relancer la gamme commerciale. Un petit mot quand même sur la notion d'innovation, parce qu'il faut être allé dans cette entreprise pour voir que c'est un site industriel ancien. Il faut le voir, il faut rentrer dans cette industrie. On n'est pas dans l'industrie 4.0, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que Pyrex, parce que vous représentez le groupe Pyrex qui a racheté Duralex, est-ce que vous réfléchissez à l'innovation? Est-ce qu'il faut inventer une autre manière de faire du verre, moins énergivore? C'est la priorité désormais. Aujourd'hui, il y a deux
2 éléments importants. Le premier, c'est l'efficience énergétique, c'est-à-dire comment on peut produire la même quantité de verre avec moins d'énergie. Ça, chez Duralex, on a fait les devoirs cette année, puisqu'on est à moins 20% de consommation énergétique, donc c'est quand même pas mal. Et le deuxième, comment on peut accélérer la transition énergétique de façon à trouver des énergies alternatives. Aujourd'hui, on est en train de faire déjà des tests avec de l'hydrogène, avec des tests avec du biométhane, avec des Sur le site de La Chapelle-Saint-Mémin ? Sur le site de La Chapelle et sur le site de Pirex notamment, puisque le four il est beaucoup plus nouveau et ça nous permet de faire des tests avec beaucoup plus de fréquence. Donc pour répondre aux inquiétudes de ceux qui sur ce plateau, je dirais, et aux Français, il y a cette volonté forte et réaffirmée de maintenir le site Duralex avec le nombre de salariés tel qu'il avait été négocié au moment du rachat. On est bien d'accord ? Duralex ne va pas casser, Duralex ne casse pas. Duralex est un verre qui est 2,5 fois plus résistant que n'importe quel autre verre. La société Duralex va continuer à exister malgré cette tourmente parfaite dans laquelle nous sommes. Les salariés devraient, et je leur souhaite évidemment, et à vous aussi évidemment, revenir et reprendre le travail en avril. La concurrence sur ce marché, parce qu'on voit quand même qu'il y a d'autres pays à faible coût de production qui concurrencent, et vous réussissez malgré tout à être un des leaders du marché. Comment vous faites face à la concurrence ? C'est une marque qui est incroyable. La marque, elle est aimée, elle est adorée par les Français. Il y a d'autres pays dans lesquels la marque est très notoire. Aujourd'hui, les gens veulent du Duralex. Et on voit quand même, depuis certains jours, un engouement pour aider notre marque. Vous savez, peut-être qu'en ce moment, les ventes sur nos sites marchands, avec les gens qui nous regardent, sont en train de tripler. C'est ce qui m'arrive à chaque intervention. Les gens ont peur de ne pas avoir du Duralex. Ils veulent nous aider, ils veulent acheter. Aujourd'hui, l'État nous aide, l'actionnaire aide, les collaborateurs font des efforts. Et aujourd'hui, moi, ce que je demande toujours, c'est que le consommateur français aide à cette société à survivre. La région, la métropole, faut-il le préciser, qui accompagne cette entreprise depuis très très longtemps et vous accompagne encore. Vous dites l'État nous aide, mais enfin, il n'est pas venu compenser votre surcoût de gaz. On est bien d'accord. Ça, il n'a pas fait le chèque. Pas pour l'instant. Mais ça, c'est une demande que vous avez ? Absolument. Donc d'un côté, l'État nous aide avec le chômage partiel. D'autre côté, il y a le fameux plan de résilience Ukraine qui était doté de 3 milliards, 50 millions étaient distribués. Duralex va toucher d'ici à la fin d'année 800 000 euros. Et puis maintenant, il y a aussi une négociation en cours avec l'État pour obtenir ce qu'on appelle des subventions, non pas des subventions, pardon, des emprunts bonifiés qui devraient nous aider à passer ce tunnel difficile de cet hiver. Juste d'un mot, José Luis Lacuna, vous vous êtes mis en connexion avec d'autres entreprises industrielles très consommatrices en énergie. Je sais qu'il y a une fédération. Elles sont dans quel état d'esprit ? Ça dépend du type de verre. Vous savez, il y a des verriers dans mon secteur qui, s'ils mettent le voyant four, les économies d'énergie ne sont pas comme les nôtres de 50%. Et il y a des secteurs dans le monde du verre qui ont une énorme demande. Vous savez, les bouteilles aujourd'hui, il n'y en a pas assez en production. Le verre plat, il n'y en a pas assez en production. Donc, ils ont des ventes... verre est très à la mode, revient à la mode. Exactement. Donc, les ventes explosent. Nous, on est à plus 40% de chiffre d'affaires, mais on a encore la possibilité de faire beaucoup plus de ce qu'on fait aujourd'hui. Merci d'être venu rectifier un certain nombre de choses qui vous avaient heurté et qui nous permettent bien de comprendre que Duralex va réouvrir en avril avec ses collaborateurs dans le Loiret. Merci José Luis Lacuna, président de la Maison Française du Verre. C'est Pirex, pour le dire très, très directement. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis Duralex, c'est votre punchline, est incassable. Merci à vous, merci de nous avoir accompagnés. Merci à toute l'équipe, merci à Raphaël pour la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci à Léa pour l'accueil invité. Merci à vous pour vos messages et votre fidélité. Je serai là demain. Bye bye.